Dear President of this prestigious institution, dear President of the Congress, former President, and already elected President, good luck. Ladies and gentlemen, well, in Portugal usually the protocols presupposes that the President speaks in Portuguese. Anyway, I don't resist the temptation of saying a few words in English and in French. And I'm sorry for not doing it also in German, could be possible, in Spanish. Well, I would like to welcome you to Portugal and to Porto. Soyez les bienvenus au Portugal et à Porto. It has been a wonderful occasion, this one, and this choice you've made of meeting here in Porto is a splendid idea. Because Porto is an example of freedom. It's a free town that always fought for democracy, for freedom, and that means that you have chosen the right place for the right Congress. Because your mission is to be defenders of human rights, of freedom, everywhere, all around the world. That is the mission of a lawyer. I never was a lawyer. Unhappily for me, I was not a lawyer, till now at least. As a professor of law, under the Portuguese law, I could, op legis, become a lawyer without examination. But unhappily, I didn't have the talent to become a lawyer. Well, nobody's perfect. And I just tried to do my best as law professor, public law professor, and chairman of some arbitral courts, many arbitral courts, but not a lawyer. But I had as my students thousands of lawyers. Having had 25,000 students, I'm about to retire next December 12th. Most of those students were lawyers, became lawyers. They are lawyers all over the world. Portuguese-speaking lawyers in Brazil, in Angola, in Mozambique, in Cape Verde, in São Tomé, well, in Macau, in Goa, but also many others that under Erasmus program in Europe are having their careers, and they were formed in my university, the Law School of Lisbon. So let me start by saying what I think of the lawyers. I think that your mission is a key mission for any democracy, for any democratic state, for any state where there is the rule of law. Because it's up to you to defend constitutionality and legality. It's up to you to defend human rights. It's up to you to fight against too much power, too much political power, too much economic power, too much social power, too much administrative power. It's up to you to be a kind of a voice of civilian society. One speaks so much of strong civilian society that what is needed today, but also a voice of rationality in a world that is becoming very often so irrational, so emotional. All over the place, the crisis in political systems, economic systems, social systems create a kind of temptation for radicalism, for xenophobia, for hyper-nationalism, sometimes for populism, which is the opposite of rationality in most cases. It's up to you to be rational, knowing that there are many ways of reading the law, and much more than it, the key point is
to fight for justice. Law is a means, just a mean to build justice. It's a way. But justice is much more than law. I used to tell my students, you must know law, but law changes. When you start your studies, law is one. When you'll be finishing, it has changed too much. Law inflation is one of the dangers of these times. So, knowing the law is just a step to know what is right and wrong and to build justice. That's your aim. That's your mission. Sometimes a very much misunderstood mission. One looks at the lawyers and says, well, the lawyers, they are not really in the same position of the judges or of the attorneys because they defend private interests or even public interests, but single interests. Well, the lawyers are fighting for justice the same way the judges and the delegators and the attorneys. It's a different position. But today the court is formed by all of them. All of them. But besides it, you have also a very important task, which is of advising and preventing the conflicts between people, between communities, between groups. You can prevent, you can advise, you must advise before having to go to court, even when there is no court involved. And this is another mission, so important today, in private law, but also in public law, to prevent conflicts in the courts. That's why, knowing that among you, and you represent 2 million lawyers from all around the world, 110 associations. That is very important for yourselves, for your countries, but for the whole world. And it's so good that you can meet once again in Portugal. You have already met twice in Portugal. And 2 presidents, Portuguese presidents, presided the opening of your works. President Mário Soares, first, and then President Sampaio, second. And President Sampaio has been your ambassador, a very prestigious ambassador, former President of Portugal, former High Commissioner for the dialogue between cultures and civilizations, representing your points of views. I met him when I was very young, still studying law. He was already a prestigious lawyer, fighting for freedom at the time of dictatorship, fighting for a democratic state in Portugal, much before becoming the president of this state, not knowing that he would become the president of this state. So I think it's fair that this afternoon you just give him your award of honorary member of this institute, of this institution, of this union, International Union of Lawyers. It's fair because, you know, I used to say, at least in Portugal, people like to congratulate and to recognize the merits of others after they died, never while they are alive. Let us change it and start recognizing those merits while one can still see the results of a long life of work and of mission, which is the case of President Sampaio. Well, saying this about the lawyer,
Je dois vous dire un mot aussi sur les sujets de vos débats ici à Porto. Il s'agit de deux sujets qui sont vraiment très actuels. L'esclavage et le digital. Commençons par le digital. On sait ce que le digital est en train de changer dans notre vie. C'est pourquoi on parle d'une révolution 4.0. Parce que c'est une vraie révolution. Et c'est une révolution dans l'industrie, mais aussi dans le commerce, dans les services, dans l'agriculture, partout. Dans le public, dans le privé, dans le social. Mais faisons attention. De temps en temps, même en tant que président de la République, je suis préoccupé parce que, étant professeur de droit, je vois que et le droit et la politique n'accompagnent pas la vitesse des changements scientifiques, technologiques, économiques, financiers et sociaux. Ces changements vont beaucoup plus vite. Et le droit essaie de rattraper la réalité. Et puisque le droit est né de décisions politiques, la politique va toujours en retard par rapport à ces changements. Et ça, c'est un problème. Pour vous, pour nous, pour les avocats aussi. Parce que ce retard est la cause de lacunes, de vides juridiques. Et ces vides juridiques correspondent à des problèmes. Et parfois, on prend trop de temps à les résoudre. Et quelques-uns d'entre eux sont difficiles à résoudre. Regardons les réseaux sociaux. Les problèmes qu'ils posent concernant les droits des personnes. L'intimité de la vie personnelle, mais plus que ça, la liberté d'expression, le droit à l'information, le pluralisme dans les démocraties. Parce que la vitesse des technologies et des changements scientifiques n'est pas accompagnée par la loi et par l'application de la loi, quoi qu'elle soit, dans une société ouverte, comme le sont les sociétés démocratiques, d'une façon pluraliste et aussi ouverte. Et ça, c'est un problème. L'autre problème, ce sont les choix, les décisions qui sont prises sur l'heure. Quand le pouvoir politique découvre qu'il est en retard par rapport au digital. Alors là, on a l'improvisation. On a des décisions qui ne sont pas suffisamment fondées. Et on crée d'autres problèmes dans le droit existant et dans son application. En même temps, le digital, qui est une richesse et qui est ici pour rester, et s'il y a une leçon de ces jours, je le dis à mes élèves en commençant les cours chaque année, c'est que ce temps est différent du temps où j'étais étudiant. Et l'espace est tout à fait différent, cet espace. Aujourd'hui, le temps va plus vite, beaucoup plus vite, il sera plus long dans la vie de tout le monde. Et l'espace est chaque fois plus global. Et le mélange entre temps instantané et espace globalisé cause des problèmes à des institutions qui ont été conçues pour un autre monde. Ça, c'est un autre problème. Les institutions des États, comme les institutions internationales, les institutions classiques sont des institutions qui prennent du temps à répondre. Les gouvernements ont un conseil de ministres une fois par semaine. Bien sûr, il y a les conseils de ministres électroniques. Mais ça, on ne le fait pas tous les jours
chaque minute, chaque seconde. Mais les bourses, elles changent chaque seconde. Bruxelles ferme pendant le mois d'août. Et pendant le mois d'août, il y a des phénomènes économiques, financiers, politiques et sociaux. Il n'y a personne à Bruxelles pour réagir. Ça, c'est une tradition dans le fonctionnement de l'Union européenne et auparavant des communautés européennes. Les parlements, même en commission, ils travaillent à un rythme qui n'est pas le rythme des événements. Trouver l'équilibre entre une réaction qui est trop lente, trop tardive, ou une réaction qui est trop pressée, c'est la difficulté des institutions classiques. Elles ne sont pas préparées pour ce rythme de vie. Et peut-être c'est la même chose chez vous. Je voyais, quand on me demandait, les avocats demandaient aux professeurs de droit des avis, ils me consultaient sur des questions juridiques, ça fait 40 ans, ce que c'était le temps que j'avais pour écrire mon opinion juridique. On me donnait 3 mois, 4 mois, 2 mois. Aujourd'hui, on me demande cette opinion pour le lendemain. Vous savez, je viens de découvrir qu'il y a une question, il y a une décision préalable à la Cour, il faut une opinion tout de suite. Mais une opinion tout de suite, oui, bien sûr, parce que les problèmes se posent à une vitesse inconnue. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Être avocat aujourd'hui, comme être juriste en général aujourd'hui, c'est un défi chaque fois plus difficile. Bien sûr, vous avez des structures plus complexes, les spécialisations. Il y a quelqu'un, un génie, qui connaît le détail de ce point dans le droit civil, dans le droit commercial, dans le droit administratif. Mais là, on a un problème, qui est un problème de notre enseignement aujourd'hui. On a tant spécialisé que l'on perd la vision globale des problèmes. Et le dialogue entre les juristes devient parfois impossible. Parce qu'un de mes collègues, il sait tout sur un petit sujet d'un petit institut juridique. Mais si on lui demande une réponse sur une question de la même branche du droit, mais qui n'est pas la même qu'il a étudiée toute sa vie, puisque la thèse de maîtrise et la thèse de doctorat ont été faites à peu près sur le même sujet, c'est impossible d'obtenir cette réponse. Et le dialogue aujourd'hui, quand le monde est chaque fois plus transversal, exige ce que j'appellerais une connaissance de bande large. Un juriste qui sait comprendre l'économie et la société et le phénomène politique. Il est du droit privé, mais il comprend le droit public qui est tout près du droit privé et mêlé avec le droit privé dans l'environnement, dans l'urbanisme, dans la plupart des domaines du droit. Ça, c'est un nouveau défi aussi pour les avocats. Mais regardons le problème, le drame des esclaves d'aujourd'hui. Il y en a chaque fois plus. On a ceux qui viennent du passé. Parce qu'avec tant de droit interne et tant de droit international, il y a encore des situations où l'on ne respecte pas les conventions, ou les constitutions, ou les lois dans le monde. Même dans le monde que l'on dit démocratique. On ne respecte pas. À l'égard des jeunes, des femmes, des handicapés, de quelques ethnies ou cultures ou communautés.
il y a encore des discriminations négatives qui vont presque jusqu'à l'esclavage. Le cas des migrations récentes, un peu partout, en Europe, on les sent d'une façon très spéciale. Traversant la Méditerranée, concernant l'Afrique et l'Europe. Une Europe qui a trop de temps oublié l'Afrique, considérant que l'Afrique était un continent perdu. Redécouvrons aujourd'hui l'Afrique au moment où il y a des migrations et des réfugiés qui viennent du Proche et Moyen-Orient et qui viennent d'Afrique, chaque fois plus d'Afrique. N'ayons pas un plan pour coopérer pour le développement économique, social et humain d'Afrique. Et ce que l'on voit dans ces migrations, c'est que chaque fois plus, il y a une réaction radicale populiste qui dit « nous, on est les bons, on doit se défendre, on a notre culture, l'Europe doit se fermer ». Et on le dit chaque fois plus. Mais l'Europe a été toujours le mélange de différentes cultures et civilisations. Quel est l'Européen qui est un Européen pur? Aucun. N'existe pas. N'existe pas. Les Portugais sont un mélange d'influence romaine, mais aussi germanique, africaine, américaine, asiatique. Et tout le monde l'est comme ça. Mais le pire, mélangé avec l'immigration, il y a l'esclavage. Il y a des réseaux de migration clandestine qui est basé sur l'esclavage, où il n'y a pas de liberté entre ceux qui organisent et ceux qui sont utilisés, manipulés, en leur donnant des illusions qui maintes fois finissent à la Méditerranée. Des milliers et des milliers comme ça. Des réseaux organisés. On n'a pas de contrat libre là-dessus. Mais est-ce que je parle de ces continents? Je pourrais le dire demain, d'autres continents où les migrations se développent, en Amérique latine, dans l'Afrique, en Asie. Mais mêlons les nouveaux esclaves, le trafic humain sophistiqué, les enfants, pour les vendre, et qui s'est développé même dans les sociétés les plus démocratiques. Des exploitations qui sont à côté du droit laboral, du droit social, les rapports même privés, ce qu'on peut appeler le debt bondage, l'inégalité dans les rapports qui va jusqu'à plus que l'usure, à l'abus, à la manque de respect envers la dignité de la personne humaine. Et je ne parle pas des autres esclaves qui ne sont pas vraiment des esclaves, mais qui encore vivent dans la misère, dans la pauvreté, ou n'ayant pas de minimum de vie, ils doivent tout accepter. Alors, c'est un bon défi, surtout cette année-ci, quand on est en train de célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On voit des millions partout qui, heureusement, découvrent la liberté, mais on voit aussi des millions qui n'ont pas cette liberté et ces droits humains respectés. Vous êtes, dans un certain sens, des apôtres, des missionnaires de cette mission, missionnaires laïques de cette mission essentielle, la défense des droits humains. Well, sometimes when I think of your mission, I have the impression that we're going back to a classic myth
or example or episode, the one of Sisyphe, that the French writer Camus has so well treated. That person that is trying to go up the hill, pushing a rock. And there is a step forward and 2 steps backward. And then he goes on fighting, 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 knowing that is an eternal fight. With successes, but never fully succeeding. But knowing that that's the reason why you chose your vocation, I mean your way of being, your life. You decided, perhaps not knowing the whole history of society and the whole story of your life. You decided when you started your studies and then you became lawyers. You made an option, a difficult option, the one of having this eternal fight for human rights, knowing you'll never fully succeed. And sometimes one enters into despair, many times into disillusion. But then there is hope always. There is hope. The same hope that is the reason to become lawyer and to have your own associations and have this union of associations. Not being a lawyer, I have the same mission you have. I don't speak of the mission of being Portuguese president. Much more important than being Portuguese president, which is a question of a term of 5 years, or if it's the case of being re-elected or running for the re-election 10 years. My life is being law professor, fighting for law, like you, fighting for justice. And it's the same fight we have ever since we started this life, your life, my life, and we'll be fighting till the end of our lives. Thank you very much.